Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous faire confiance. Au Canal Presse de ce dimanche, c'est comme d'habitude une émission citoyenne, libre et indépendante. Ce soir avec Biloa Aïssi, il est patron de presse et directeur de publication du journal Nouvelle Afrique. Stéphane Akwa, qui est politiste, chercheur à la Fondation Paul Ango est là. Georges Alain Boyomo, qui est journaliste au quotidien privé Mutation. Et Soulé Onohiolo, qui est journaliste au quotidien Le Messager. Nous attendions aussi Jean-Claude Asso, qui, à la toute dernière minute, a décliné l'offre. On découvre avec ces 4 invités le menu que présente Ghislain Pierre et Sono. Législative et municipale 2013, c'est déjà demain. Des élections qui vont se tenir après les sénatoriales qui ont libéré l'espace pour certains candidats et compliqué le positionnement régional d'autres. Le président du Sénat modifiera la configuration gouvernementale, le Conseil constitutionnel aussi. Dans ce jeu préélectoral, un débat court déjà au sein du RDPC. Faut-il investir ou désigner les candidats par les élections primaires? Au sein du SDF, comment va-t-on expliquer l'alliance avec le RDPC? Les UPC se mobilisent. Celle de Pierre Sendé semble jouir d'une légitimité après que le chef de l'État lui ait adressé une lettre. Les 3 autres tendances tentent une coalition. L'UNDP et l'UDC doivent vite faire leur diagnostic. Nous revoici donc dans des élections locales. Mais avec quel parti, quel processus électoral et quels autres acteurs? L'Union africaine est-elle une fille bien mal aimée par Yaoundé? En une 50aine d'années, il y a comme 2 vitesses dans la conduite de nos affaires, dans et avec l'organisation panafricaine. Père fondateur et très engagé au départ, le Cameroun semble mener une participation inverse aujourd'hui. Elle est donc loin cette époque où Zoé Kango et William Aurélien Etekimoumoua parlaient en tant que SG de l'instance. Qu'est-ce qui s'est donc passé au point de se demander quel est l'état des rapports avec l'Union africaine? Quel regard les autres jettent-ils sur Yaoundé? Les faits doivent être débattus. Lion indomptable du football, comme programmé, Jean-Paul Akono quitte le coaching. Volker Finke aux commandes. Premier coup, la rencontre entre le Cameroun et l'Ukraine. Le match amical se joue ce jour même avec le nouvel entraîneur officiel en lieu et place du célèbre semi-officieux Jean-Paul Akono, qui a fonctionné pendant 7 ou 8 mois sans contrat. Va-t-il être payé sur son lit d'hôpital? Et puis, allons-y à la découverte de Volker Finke, le nouveau coach de Lyon, pour questionner ses compétences et l'avenir de Lyon. Canal Presse, c'est aussi la revue de presse, les reportages et images de la semaine, en direct et concomitamment sur Canal 2, sur 8 FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci, bon appétit aussi à vous, Ghislain Pierre, au propre comme au figuré. Biloa Aïssi, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, patron de presse, directeur de publication du journal Nouvelle Afrique. Votre journal qui, dans l'une de ses éditions, a titré cette semaine, et je cite, « Les 4 crimes de Amadou Ali ». Vous n'êtes pas le seul journal à avoir tiré, comme qui dirait, sur ce ponte du régime de Yaoundé. Ses partisans parlent d'acharnement. Pour vous, c'est de l'acharnement ou pas? Pour moi, il n'y a pas d'acharnement. Lorsque nous tenons le public en éveil, c'est pour que, de l'autre côté, on puisse faire quelque chose. Ce qui est clair, c'est que M. Amadou Ali a piloté l'opération Épervier. Et on se rend compte
que l'enthousiasme du début, même avec les médias, n'est plus le même enthousiasme. Parce qu'on s'est rendu compte que monsieur a tripatouillé les dossiers. Les dossiers d'accusation, je peux prendre des exemples, si ça ne vous gêne pas. Lorsqu'on vous accuse d'avoir détourné des dizaines de milliards et qu'au finish, on se retrouve avec un procès qui tourne autour de 5 à 8 millions, et on doit quand même se poser des questions. Et c'est le cas, par exemple, de Olenguena. Bon, surtout, nous avons Est-ce que c'est en cela que vous insinuez qu'il a induit le chef de l'État, le président de la République, en erreur? J'ai publié il y a... Vous pensez que par sa environ... faute, il y a des innocents en prison? Oui, par sa faute, il y a des innocents en prison. Parce que ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que le président ne peut pas décider comme ça ex nihilo. On lui présente un dossier. C'est en fonction du dossier qu'on présente au président qu'il décide de l'arrestation ou non d'un fonctionnaire ou d'un gestionnaire. Est-ce qu'on n'exagère pas un peu lorsqu'on dit qu'il pilotait l'opération Hypervier? On sait que l'opération Hypervier, c'est une initiative du président de la République. Une initiative du président, certes, mais le président n'a pas le don d'ubiquité. Il ne peut pas être partout à la fois. Vous avez entendu M. Doug Collins affirmer qu'il agissait conformément aux commissions rogatoires. Et curieusement, la liste des comptes qu'on nous a donnés ne donne pas l'impression d'un travail fait par commission rogatoire. Donc, vous avez les noms des personnalités, les numéros de compte, les avoirs, et parfois, ils dissolvent de non précisés. Une commission rogatoire donne l'historique du compte. Les Camerounais auraient voulu voir ces historiques. Mais j'affirme ici, je dis bien affirmer, que M. Amadou Ali a tripatouillé parce que j'ai la preuve de ce que je dis. Stéphane Akoa, bonjour. Bonjour David. C'est fait, c'est presque en monovision qu'on a assisté cette semaine à la première célébration du premier mariage gay en France. Réaction de rejet en Afrique. Le Parlement nigérien vient de réitérer son non catégorique à l'homosexualité qui est puni par une peine d'emprisonnement de 14 ans. On parle de droits de l'homme. On a l'impression que cette affaire-là va mettre du temps pour être officialisée en Afrique. Oui, cela mettra du temps effectivement pour être officialisé parce que officieusement... Peut-être même que c'est impossible. Officieusement, les situations sont déjà acquises, mais officiellement, elles ne sont pas reconnues. C'est une ambiguïté, je dirais une hypocrisie qu'il faut noter, relever. Je ne pense pas qu'on soit obligé forcément de la dénoncer. Mais il y a... les réticences de l'Afrique, c'est le fait de sa pudeur ou bien le fait de ce que certains considèrent comme un retard par rapport à la civilisation, entre guillemets? Non, les réticences aujourd'hui de certaines sociétés africaines ou de certaines fractions dans les sociétés africaines viennent du sentiment qu'il s'agit, encore une fois, de quelque chose que l'Occident nous impose. Mais si vous rentrez dans l'anthropologie et la sociologie de beaucoup de nos communautés, il y a des rites à caractère homosexuel, notamment dans le sud du Cameroun, par exemple. Il y a, on l'a vu en Afrique du Sud, en Afrique australe, des relations ouvertes entre hommes ou entre femmes, donc sur la base de concepts traditionnels ou de coutumes. Donc ce qui est un problème aujourd'hui, ce n'est pas tant les pratiques qui existent et qui existent depuis très longtemps, c'est que dans notre inconscient collectif désormais, elles sont associées, comme jadis l'intrus du FMI et la Banque mondiale dans la gestion de nos économies, elles sont assimilées à une forme de nouvel impérialisme idéologique et culturel cette fois, tout comme d'ailleurs elles sont aussi, et c'est un mécanisme qu'il faut savoir déconstruire, assimilées à des règles qui seraient fixées par le groupe au pouvoir pour coopter ceux qui doivent y participer ou éventuellement assurer une solidarité au sein de cet ensemble. Donc l'appréhension, la compréhension du fait homosexuel, notamment au Cameroun, ne relève pas seulement de l'émotion des individus, elle relève d'une construction qui est à la fois politique et idéologique. Je sors du sujet avec cette phrase du président gambien, Yahya Jammeh, qui a confié que le jour où un homosexuel sera pris en flagrant délit dans son pays, celui-là regrettera le jour où il est né. Georges Alain Boyomo, bonjour.
Bonjour David Atemkin et bonjour aux nombreux auditeurs de Canal+. Journaliste au quotidien Privé Mutation, nouvellement rédacteur en chef adjoint. C'est bien cela, la décision officielle depuis le 7 mai. Et j'en profite pour remercier le conseil d'administration qui a voulu placer sa haute confiance en ma modeste personne. Félicitations et bonne chance. AES Sonel va-t-il quitter le Cameroun? La question était à la une du quotidien le jour de mardi dernier. D'autres journaux ont repris cette nouvelle, alors qu'il y a eu quelques sons de cloche au sein de cette entreprise pour apporter un démenti. Finalement, c'est un faux ou bien c'est un torse? Moi, je pense qu'en l'absence d'un démenti officiel de la direction générale de AES Sonel, cette information a au moins 90% d'être crédible. Tous les journaux, pratiquement, y compris Mutation, ont titré sur cette information. En reprenant une information de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Jeune Afrique, qui, généralement, sur ce type d'information, est quand même crédible. Alors, la question est de savoir si cette information venait à être confirmée, quelle est la réaction qu'on pourrait avoir. Je dis, AES Sonel, c'est l'entreprise de transport, de production et de distribution d'énergie électrique au Cameroun. C'est une entreprise qui traîne beaucoup de casseroles depuis 12 ans qu'elle a installée au Cameroun, notamment à cause de ce qu'on appelle le délestage. Mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas avec le départ de AES Sonel que les problèmes énergétiques du Cameroun vont s'estomper. Et sur ce plan-là, il faut d'ailleurs reconnaître que le Cameroun a fait preuve d'imprévision et de manque d'anticipation. Les mots sont du président de la République, notamment sur la construction d'un certain nombre de barrages, dont celui de Lompanga, qui est en cours, celui de Mekin, celui de Menvele. Et donc, le départ de AES Sonel... ce n'est pas la seule faute de AES Sonel. Voilà, c'est pas le départ de AES Sonel ne doit pas être considéré comme une panacée par rapport au problème de délestage qui se pose au Cameroun. Il faut construire des barrages, il faut une synergie d'action entre le gouvernement et le prestataire qui viendra. Et de manière générale, je dirais que AES Sonel est un peu le bouc émissaire. C'est vrai qu'en termes de tarification, en termes d'offre de services, il y a des manquements qui sont constatés par les usagers que nous sommes tous. Mais AES Sonel n'est qu'une partie du problème. Et la plus grande partie du problème doit être imputée au gouvernement qui a fait preuve de manque de prévision dans ce secteur. Le Cameroun qui a intérêt à se pencher sérieusement sur cette question. Souley Onokiolo, bonjour. Bonjour, monsieur David Atemkin, et permettez-moi de dire bonjour, n'est-ce pas, à tous les téléspectateurs qui vous Canal connaissent bien. Et leur dire aussi que ce que vous avez évoqué comme problème indépendant de volonté, c'était aussi une longue pluviométrie. Il faut le dire comme ça parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il pleut abondamment à Douala, voilà. Et c'est pour ça que l'émission a été lancée avec un gros retard. Souley, dans les colonnes du quotidien pour lequel vous travaillez cette semaine, dans l'une de ces éditions, il y a un compte rendu de la conférence dédicace de textes et documents du Cameroun, le nouveau livre que vient de commettre le professeur Magloire Ondoa aux éditions Kilimanjaro. C'est assez costaud, c'est 160 000 pages concentrées dans 250 tomes. Oui, il faut dire, peut-être pour dire un peu que ce n'était pas encore la conférence dédicace, c'était la conférence de présentation à la presse. Parce que j'estime que le professeur Magloire Ondoa a compris que pour lancer, n'est-ce pas, dans la consommation publique, une œuvre aussi babylonienne que, n'est-ce pas, textes et documents du Cameroun 1815-2012, il fallait d'abord réserver l'exclusivité à la presse. Et je pense que, au regard, le professeur Joseph Owona, qui signe l'avant-propos de ce livre encyclopédie, n'est-ce pas, qui contient tous les textes juridiques du Cameroun, n'est-ce pas, de presque 200 j'ai envie de dire 200 ans, c'est-à-dire que 197 années, pour être précis, parce que c'est de 1815 à 2012, le professeur, on doit dire, le professeur Joseph Owona parle, n'est-ce pas, de Londois, n'est-ce pas, pour le comparer à Dalloz. Vous savez ce que Dalloz a été. Et ce qui est extrêmement important dans l'affaire, c'est que on ne comprend pas. Moi, je ne parle pas de Dalloz, je parle de la folie d'Ondoa. Parce que je ne comprends pas. C'est plus de 10 années de recherche. S'il vous plaît, je voudrais le dire parce que j'ai été, en tant que journaliste, je regardais cette histoire quand ça a commencé. Il y a 6 ans, lorsque je suis allé voir le professeur Magloire Ondoa, il m'a dit, avec l'inspiration, n'est-ce pas, de feu Léopold Ferdinand Eyonou, ministre qui aimait trop les choses littéraires, il avait envisagé de, n'est-ce pas, d'écrire dans des documents, dans un livre, dans encyclopédique, tous les textes. Ça a commencé par 50
permettez, c'est important parce que... Oui, allez-y. Quitte à ce que vous me preniez... On reviendra là-dessus en invitant notamment le professeur Magloa. Monsieur Atemken, je vous suggère que, quitte à ce que vous me preniez des minutes dans mes interventions, mais permettez-moi de faire allégeance à ce grand travail. C'est bon, ça se voit que vous l'avez fait largement. Parce que 160 000 pages condensées dans 250 tomes. En réalité, dans le monde des éditions, on n'appelle pas tome, on appelle livre. Donc, sorti d'un trait, 250 livres. Et réussi l'exploit d'être adoubé par 3 grands maîtres, parce que ça fait 3 grands maîtres du droit, qui signent d'entrée des jeux ce qu'on peut appeler la préface par le professeur Paul Gérard Pougoué, l'avant-propos par le ministre émérite Joseph Ouna, et naturellement, à titre de lettre introductive, l'envoi que signe le ministre Bipoumoum. Maintenant, pour rentrer dans... C'est 5 millions, 5 millions de textes. On reviendra là-dessus. Je voulais simplement dire que pour l'avoir, il faut débloquer quelques 10 millions et se taper quasiment une bibliothèque. S'il vous plaît, je voulais conclure pour le dire à haute voix que maintenant que l'on doit est là, avec les 250 tomes, il s'agit maintenant de savoir quel est l'usage dont on peut en faire. Nous savons, David Atemken, que de jour comme de nuit, nous sommes appelés à connaître, n'est-ce pas, des injustices ou alors, n'est-ce pas, des délicatesses ou des décisions de complaisance qui sont prises par les administrations. Or, ces textes juridiques vont permettre à, n'est-ce pas, certains hiérarques du régime, certains dinosaures de prendre des décisions qui ne vont pas, n'est-ce pas, effriter la conscience collective, qui ne vont pas créer des injustices, parce que tout au moins, il faut prendre des décisions qui évitent d'être cassées par le juge administratif. Et c'est en cela qu'il faut dire merci et bravo au professeur Ondoa. On aura l'occasion de le faire lorsqu'il sera dans nos studios. Pourquoi pas prochainement, la semaine prochaine dans le cadre de l'une de nos émissions, pourquoi pas. On va faire une invitation au professeur Magloa Ondoa. Merci de nous regarder en direct sur notre site web www.canal2international.net. Merci de nous écrire là-bas aussi. Je signale aussi que pour le sujet de sport, nous prendrons en direct de Kiev Volker Finke, le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. Il est avec Raphaël Nkoa, le team presse officer des Lions Indomptables. On prend la revue de presse hebdomadaire et on revient pour les débats. Tout de suite. Paul Biya en Europe pour reprendre la une de Cameroun Tribune du 27 mai au lendemain du départ du Cameroun du couple présidentiel en images. Biya en Europe alors que ses pairs sont réunis à Addis Abeba. C'est écrit au quotidien Le Jour qui s'interroge sur les absences remarquées de Paul Biya au sommet de la CEMAC et de l'Union africaine. Parole est donnée à cet effet à quelques hommes politiques. La une du quotidien Le Jour parle également football avec cette prise de position de Joseph-Antoine Bell, pour qui Iya Mohamed n'est plus président de l'Africa Foot après la non-tenue de l'Assemblée générale de l'instance fêtière nationale du football. Alors, question de Cameroun Tribune. Et maintenant, faut-il reprendre le vote dans les ligues régionales? Au moment où les élections nationales ont été annulées, Le Jour présente les raisons du report à travers un dossier où s'expriment certains acteurs du football camerounais. Et pendant qu'on est à spéculer sur l'Africa Foot, voilà Doumgaroua qui déclare que le successeur d'Akono est là pendant le match contre l'Ukraine. De quoi confirmer la succession de Jean-Paul Akono par l'Allemand Volker Finke. Étonnant pour Prospective Nouvelle, qui pense que celui-là n'est qu'un vieux blanc sans épaisseur sportive. L'avenir des Lions, désormais capricieux et incertain, dit le journal de Jean-Baptiste Biailleux, qui présente en grande une le candidat du Sud-Ouest à la présidence du Sénat. Au Sénat, où les batailles des postes font rage, à en croire le quotidien Le Jour, en attendant les élections des membres du bureau. Un bureau finalement favorable à Peter Mafani Mosongue, qui bénéficie également, selon la météo, de la confiance du président ivoirien, à qui l'ancien PM aurait dépêché des émissaires pour l'appuyer à ce poste. Le Jour est dans les secrets d'opération épervier. La direction de la police judiciaire enquête sur les listings des comptes bancaires de certaines personnalités à l'étranger. Auditionné dans cette affaire, Do Collins, dit repère, a nié toute responsabilité au sujet de ces faux comptes bancaires attribués à certaines personnalités du Cameroun. Il a donc tout rejeté sur l'ancien ministre de la Justice garde des Sceaux, Amadou Ali, qui évoque Nouvelle Afrique comme auteur de 4 crimes. Confection de faux dossiers d'accusation, il a induit pour certains cas le président de la République en erreur, embastillement des concurrents supposés ou réels, et puis sa conduite de l'opération épervier,
qui jette le doute sur le caractère pénal. Les dégâts de la corruption dans le paysage routier camerounais, c'est à Cameroun Tribune, à cause de la fraude sur le contrôle des charges. Transporteurs et agents de l'État en service dans ces stations de paysage mettent en péril le patrimoine routier. Et l'un des prix à payer de cette pratique, ce sont les accidents de la route. Ils ont coûté un peu plus de 3,9 milliards. En 2012, aux assurances, selon un professionnel de ce secteur, le montant de ces indemnisations aurait été plus important si les responsables des 10 accidents, en souscrivant leur police d'assurance, comprenaient réellement ce qu'est l'assurance. Selon l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, on a enregistré 464 accidents de la route dans la seule ville de Douala en 2012. Faut-il faire le ménage dans ce secteur comme l'a fait le ministre des Finances? Selon Mutation, Alamine Ousmane May vient de démettre de nombreux contrôleurs financiers dans les ministères, les sociétés publiques et parapubliques, ainsi que les établissements publics et administratifs. Ces fonctionnaires brillent généralement par le chantage et le ransomment des usagers. Diapason annonce également le ménage chez les ordonnateurs qui ont préparé le comice agro-pastoral des Bolova. Selon le journal de François Mbouquet, un rapport du comité interministériel chargé de l'évaluation de cet événement accable une vingtaine de départements ministériels. Le comité recommande aussi la transmission du dit dossier au contrôle supérieur de l'État en vue d'approfondir les investigations et de sanctionner les détourneurs. AESONEL va-t-il quitter le Cameroun? Question du quotidien Le Jour sur l'article paru à Jeune Afrique qui rapporte que le groupe américain met en vente 56% de ses parts du capital. Ce n'est plus une interrogation à mutation. Le journal des avions Monsieur confirme que AES quitte le Cameroun. Occasion de faire le bilan des 12 années de l'entreprise de production de transport et de distribution d'énergie électrique au Cameroun. La guerre ouverte contre les importateurs d'huile qui ne portent pas l'estampille de la Nord. La mesure qui date de 2011, selon le quotidien d'économie, est une application d'un arrêté conjoint ministère du Commerce, ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et ministère de la Santé publique. Un ministère interpellé par la rage qui revient en force à Yaoundé. La maladie a déjà fait un mort, selon le journal Notre Santé, qui confirme que d'autres cas sont à signaler dans la ville de Yaoundé. Une pause et Debo Ndebe vous revient dans un mois. Il a lui-même dit, vous ne reverrez pas Debo Ndebe avant 3 semaines au moins. Il a pris ce qui prend effet à partir de ce dimanche. Notre premier sujet est politique. Nous avons choisi d'évoquer les prochaines consultations électorales sous le prisme de la préparation des différentes formations politiques du Cameroun. Premier arrêt, le parti au pouvoir. Le débat en interne chauffe sans être ouvert sur le mode de désignation des candidats Stéphane Akwa. On n'en parle pas officiellement, mais c'est un débat qui est important au sein du parti au pouvoir. C'est le débat pour le RDPC. C'est un débat qui a commencé bien avant le Congrès, puisque le Congrès devait achever un processus de renouvellement des organes de base de ce parti. Il n'y a pas eu cette opération-là. Il y a eu une élection présidentielle. On s'attendait avant les législatives municipales normalement programmées l'an dernier qu'enfin le parti se restructurait. Et là, ça ne se fait pas et on continue à assister à des désignations, nominations, plus qu'élections, à la fois des candidats à la candidature et finalement aussi de certains élus. C'est ce qui s'est passé pendant les sénatoriales. Georges-Alain Boyumo, ça veut dire que l'ancien mot de désignation des candidats, c'est-à-dire l'organisation des préliminaires, qui est un mot de somme toute démocratique, ça veut dire qu'il a eu, il a eu quelques couacs. Tout à fait. Les primaires, puisque vous les appelez ainsi, ont laissé beaucoup de blessures au sein du parti. Et ces primaires-là faisaient, pour ainsi dire, le lit de la victoire de certains partis d'opposition dans des zones difficiles, généralement pour le RDPC. Et donc, les textes, il faut bien rappeler cela, les textes prévoient que le comité central accorde les investitures aux élections nationales et locales. Donc, si le RDPC choisit d'investir les candidats comme c'était le cas lors des sénatoriales, c'est une décision qui est en phase avec ses statuts. Maintenant, il faut bien dire qu'en 2002 et en 2007, le parti a eu recours aux primaires. Ces primaires ont été, pour ainsi dire, selon certains cadres du parti, contre-productifs parce qu'il a fini par tailler les acquis du RDPC dans beaucoup de circonstances. Donc, l'expérience des sénatoriales qui, à entendre en croire certains cadres du parti, a été positive, en dehors de quelques couacs notés à l'ouest et dans la Damawa, eh bien, le parti veut reconduire
cette formule des investitures pour les prochaines élections. Mais il va de soi que, étant donné que ce mode d'investiture peut faire croire que la base n'a plus son mot à dire, que c'est une investiture, c'est une désignation par le sommet, il va de soi que la base et certains jeunes gourdans vont contester forcément ce mode de désignation. Biloa, ici, c'est le réalisme eu égard aux délais qui sont relativement courts. Hein, si l'on s'en tient au fait que les prochaines consultations électorales, c'est dans quelques mois, voire quelques semaines, ou c'est l'envie du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de reprendre, comme qui dirait, le contrôle de la base. Non, je dis, vous parlez de délai, je dis non, parce qu'ils décident. Donc, ils devraient être prêts. Eux, on ne doit pas. C'est d'ailleurs une des maladies de notre démocratie, c'est de faire en sorte que le processus électoral soit l'affaire d'un individu qui décide seul et quand il veut et comme il veut. Donc, moi, je crois, sans être, je ne serai jamais, je le dis toujours, du RDPC, il faut des primaires. Il faut des primaires. Je ne sais pas ce que c'est que reprendre en main. Il faut que la base, il faut que le peuple soit consulté. Si le peuple n'est pas consulté, on arrive à des achats de conscience et on sait comment ça se passe lorsqu'il y a investiture. C'est que ceux qui ont des moyens savent huiler les mécanismes au niveau du comité central et finalement ils se retrouvent désignés. Donc il me semble que le mode de désignation n'est pas démocratique. Il faut les primaires. Soule Onokiolo, c'est un mot qui peut avoir des conséquences sur le comportement de la base militante. Écoutez, qui était jusque-là habitué quand même au système des préliminaires avec un vote en bonne et due forme. Écoutez, lors de l'une de ses adresses à la nation, M. Biya avait dit que seul le président de la République, qui est lui, les députés de la nation et les conseils municipaux qui sont élus par le peuple. Cela veut dire qu'il mettait en exergue, n'est-ce pas, la présence du peuple dans les élections. Alors, s'il la perd aujourd'hui... Dans le cas d'espèce, c'est la présence de ces militants. S'il la perd aujourd'hui, s'il résulte aujourd'hui que M. Biya doit choisir, ou alors doit investir ceux qui sont supposés être élus par le peuple, ça fait problème. Ça veut dire qu'il remet en cause son discours. Pour une raison simple, David Atemkin, que dans 8 régions sur 10, le RDPC est sûr. Lorsqu'on a franchi l'étape des primaires et des investitures, on est sûr d'être conseiller municipal ou député. Ça veut dire en clair que si on remet en cause la participation ou alors l'expression de la base du peuple, il n'y a plus d'élection. Ça veut dire que c'est M. Biya seul qui va être élu et qui va élire les députés et les conseillers municipaux du RDPC. Vous l'avez vu avec le Sénat, où les investitures, la commission de supervision nationale était présidée par lui. C'est lui qui a choisi les sénateurs RDPC et le peuple ne s'est pas exprimé. Donc j'estime qu'il est souhaitable pour l'expression totale de la démocratie et pour que M. Biya soit honnête envers lui-même, qu'il laisse la base s'exprimer dans le choix, n'est-ce pas, des représentants du peuple et non les représentants du RDPC ou alors les représentants de M. Biya. Si cette option devait être définitivement retenue, cela signifierait le retour en force de ce qu'on appelle les personnalités ressources d'accompagnement. C'est l'avis de l'enseignant de sciences politiques Mathias Eric Ona Ngini que nous avons rencontré. Le militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Simon Meyanga, pense différemment. Il pense que ça va permettre le mode de désignation par l'investiture d'écarter ce qu'il appelle les forces de l'argent. Nous avons rencontré les deux hommes et c'est la réaction croisée de cette semaine. D'un point de vue démocratique, ce sont les primaires qui sont la technique appropriée. Il y a eu un certain nombre de dérapages, n'est-ce pas, sur la cohésion du parti, sur les forces de l'argent, etc., au point qu'il a fallu recentrer tout cela. Si le RDPC choisit
la perspective des investitures, il y aura un véritable malaise au sein de cette formation parce qu'il y a un ensemble de militants et de cadres qui ne sont pas prêts à accepter que les choses se passent ainsi. Il ne devrait même pas y avoir débat autour. Parce que franchement, en même temps que les deux modes de désignation, je ne dirais pas se valent, sont applicables, sont appliqués au parti parce que reconnus par les textes, je ne sais pas si les deux doivent se mettre en concurrence. Si le RDPC et sa direction, particulièrement son président national, choisissent la voie de l'investiture, ce serait un aveu de ce que la base n'est plus contrôlée. Parce que si la base était contrôlée, le centre du parti n'aurait aucune appréhension par rapport à ce qui pourrait sortir des primaires. Envisager de sélectionner les candidats par la voie de l'investiture, ce serait quelque chose qui serait extrêmement anti-populaire et ça montrerait qu'en réalité le RDPC est devenu la propriété des personnes ressources. Pour les primaires, le peuple a son mot à dire, les militants, la masse des militants et des militantes du RDPC a son mot à dire dans le choix, avec aussi un désavantage que le peuple n'a pas toujours l'information réelle sur les candidats que lui il choisit. Parce que l'information réelle, bon, on a beaucoup dit, les phénomènes sont arrivés, etc. Parce qu'on a utilisé les forces de l'argent. Il est beaucoup plus maintenant question au-delà des forces de l'argent, au niveau du simple, au-delà du simple populisme, de voir en fait quelle est la valeur intrinsèque des candidats. Et c'est là où intervient l'investiture. Cela montrerait que nous sommes dans un parti qui en réalité est un parti centraliste et qui est un parti d'état-major, contrairement à ce que son leader central a pu dire. Stéphane Akwa, il y a un risque ou pas pour le RDPC d'aller avec le bout de l'investiture? Il y a un risque minimum, il y a surtout le risque pour ceux qui tiennent l'appareil actuellement de se voir balayer. C'est le risque essentiel et c'est cette cause-là qui provoque les effets que nous constatons aujourd'hui. Ceux qui sont au centre du système ne veulent surtout pas en être débarqués. Ceux qui demandent les primaires sont au contraire cette jeune garde montante que vous avez repérée et qui voudrait enfin émerger politiquement. L'autre problème, Georges-Alain Boyomo, c'est le renouvellement des organes de base. Dans cet appareil, ils sont obligés là-bas de renvoyer après les législatives ou pas? Tout à fait, parce que en principe, il faut renouveler les organes de base tous les 5 ans. Oui. Or, pour le cas d'espèce, les dirigeants actuels sont fort clos. Et au niveau du RDPC, on évoque la question du temps, la question des délais, parce qu'il va de soi que d'ici novembre ou plus tard, il y aura une élection législative. Alors, faut-il organiser le renouvellement des organes de base, organiser ensuite les primaires ou les investitures? Je crois que tous ces facteurs-là sont considérés comme des facteurs déstructurants pour le parti. Et donc, selon nos informations, c'est après les législatives et les municipales probablement qu'il y aura ce renouvellement des organes de base avec le nouveau mode d'élection en interne qui a été choisi, c'est-à-dire le vote populaire. Ce ne sera plus rien que ce qu'on a appelé les grands électeurs. Maintenant, c'est tout, dans un comité de base, c'est toute la population qui a la carte du parti qui va élire ses représentants. Deuxième gros arrêt pour ce début d'après-midi, le Social Democratic Front Biloa. Ici, le 26 mai, ce parti a soufflé sur sa 23e bougie, sans tambour. C'est un anniversaire qui a été célébré sans faste. On est bien loin de la flamboyance du début des années 90. Est-ce que c'est un repositionnement stratégique qui met de côté ce qu'on appelait à l'époque le populisme? Moi, je voudrais dire tout simplement que le SIF est revenu à la maison. Parce qu'il faut rappeler que M. Froundi sort du RDPC. Et qu'il crée ce parti lorsque M. Chidi Assou le bat aux élections. Donc, quand vous dites qu'il est revenu à la maison, vous faites allusion à quoi? À l'alliance circonstancielle lors de la sénatoriale? Absolument. Il y a des choses qui indiquent que ces gens s'entendent très bien. Donc, quand on parle d'opposition, il me semble que c'est un abus de langage. Oui. Soulé Onokiolo, ce repositionnement, cette façon de passer sous silence un anniversaire qui jadis mobilisait les foules, c'est parce qu'on veut faire désormais plus concret, on évite de faire dans le populisme? Je ne sais pas. La vérité, c'est que je suis très gêné et embarrassé, n'est-ce pas, par votre sujet. Parce que j'ai le sentiment que on parle des choses. Là-bas, les préliminaires font partie du système. Non,
Il faut souhaiter qu'ils remettent ça cette année. Pendant que vous parliez des préliminaires, j'ai été tellement choqué, coléreux d'entendre ce que j'ai entendu de la part de Meyanga, que je connais très bien. Il a dit quoi qui vous énerve à ce point? Et lorsqu'il remet en cause la participation du peuple dans le processus de désignation, de ce qu'il va élire au cours du suffrage, ça fait bien peur. Ça veut dire que le RDPC... Mais ça fait peur et ça me reconforte à l'idée que le RDPC n'est pas un parti démocratique, c'est un parti de dictature. Parce que où est-ce qu'il y a véritablement l'expression de l'argent? C'est au niveau du comité central, où les gens achètent la place au comité central, les gens achètent la place au bureau politique. Ce n'est pas le poisson ou alors le vin rouge qu'on va donner au peuple. Ce n'est pas ça qui fait problème. Donc j'ai peur. Et quand je l'entends parler, ça veut dire que c'est la voix du maître. Ça veut dire qu'il est en train presque déjà de dessiner ce qui va arriver. Ça veut dire que le RDPC va imposer des gens et il va appeler, puisqu'il a la capacité de manœuvrer par rapport, n'est-ce pas, au contrôle des élections, ce qui va se passer. Maintenant, pour ce qui est je reste avec vous justement avec le SDF. On ne va pas déroger à la tradition des préliminaires là-bas parce que c'est la tradition sociodémocrate. Écoutez, il y a aujourd'hui une rupture entre le SDF, en la personne incarnée par Frondi, et le SDF, n'est-ce pas, sauf Adam Finish, ou bien Samuel Madon Foll, ou bien le pouvoir au peuple. Parce que les différentes danses, mais pas de danse, Bafia, qu'on a vu faire, Frondi, laisse croire qu'il est devenu difficile pour le SDF, n'est-ce pas, de convaincre le peuple. L'autre chose que je voudrais dire, David, quand je dis que je suis un peu gêné, on ne parle pas, n'est-ce pas, d'une élection, alors que le calendrier, Bilo l'a dit, est confisqué par quelqu'un. Monsieur David... On va en parler. Oui, si vous permettez, je commence là-dedans, juste avant que vous relanciez. Oui, lorsqu'on lance la Champions League, pour le cas qui me vient rapidement en tête, lorsqu'on ouvre les matchs, de poule, les gens savent que le 25, c'est le rendez-vous de Wembley. Mais alors, quelle est cette histoire où personne ne sait? Je voulais qu'on en finisse avec le deuxième arrêt. Georges-Alain Boyumo, il est dangereux quand même pour le SDF de céder à la tentation de l'investiture. C'est clair, au moins sur ce plan-là, ça achèvera de montrer que le SDF essaye toujours de copier ce que le RDPC fait en mal. Au moins, on est rassuré par rapport à ce qu'il y aura des primaires au sein du SDF pour désigner les candidats. Mais il faut également se poser des questions. Est-ce que ces primaires ne vont pas créer plus de problèmes qu'il ne va en résoudre au sein du SDF, qui est très divisé par rapport à la position, au positionnement du SDF pendant les sénatoriales? On a bien vu qu'il y a une partie de dirigeants de ce parti, notamment Jean-Michel Ninche et quelques-uns de ses lieutenants, qui sont contre le copinage ou alors le rapprochement entre le RDPC et le SDF pendant les sénatoriales. Et donc, M. Foundi, qui est un adepte du 8-2, le 8-2 étant cet article qui exclut les militants qui montrent quelques velléités de dissidence, eh bien, est-ce que M. Foundi, par exemple, pour le cas du littoral, ne va pas chercher à positionner quelqu'un d'autre et à la place de M. Ninche, qui commence à devenir gênant? On a bien vu que tous qui ont levé la tête, tous qui ont essayé de contester le leadership de John Foundi ont été victimes du 8-2. Est-ce que pendant cette primaire, il n'y aura pas l'arme du 8-2 ne sera pas une fois de plus actionnée pour régler un ou deux comptes? Ça, c'est la question à se poser. Stéphane, à quoi Georges-Alain Boyumo faisait à l'alliance non formelle signée non formelle conclue entre le SDF et le RDPC lors de la sénatoriale? Est-ce que cette alliance-là va jouer en défaveur de la première force politique de l'opposition dans le cadre des prochaines consultations électorales? Ce n'est pas tant la question de l'alliance qui pose un problème au SDF aujourd'hui. C'est, à mon sens, le revirement de stratégie que ce parti a opéré depuis quelques années. Il est passé d'une force de contestation, de la capacité qu'il avait à mobiliser des foules pour contester, à une tentative d'être une force pour être une force de négociation, c'est-à-dire pour travailler dans des tractations, des discussions avec le système au pouvoir, de manière à améliorer ou à faire évoluer un certain nombre de dispositions réglementaires, notamment dans le cas du code électoral, par exemple. Et ce sont ces translations-là qui ont perdu la base de l'électorat SDF et qui aujourd'hui isolent le sommet du parti
M. Froundi et ses lieutenants, d'une base qui ne se reconnaît plus dans certains choix, avec entre les deux, c'est pour ça qu'à mon sens il y a 3 SDF, le SDF des élus que représente M. Nietzsche, qui déjà s'est embourgeoisé, a déjà pris avantage au système et voudrait combiner à la fois la capacité de discussion, de contestation, mais aussi la possibilité de se poser comme un parti républicain, c'est-à-dire responsable. Est-ce que le SDF, je reste avec vous, peut considérer que les localités où elle a gagné la sénatoriale, est-ce que le SDF peut considérer ces localités comme étant un avantage en termes d'intention de vote pour les prochaines législatives et municipales? Absolument pas. La grande ambiguïté dans l'ensemble des choses que nous évoquons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de rendez-vous qui, depuis 2011, vous me direz, mais bien avant, depuis les dernières législatives et municipales, qui permet de tester l'importance, l'ancrage d'un parti sur le terrain. Et donc aujourd'hui, ce ne sont pas les résultats des sénatoriales qui représentent, qui établissent la photographie exacte de ce qu'est notre champ politique, de ce qu'est notre jeu politique. Il faudrait d'autres contacts avec le terrain pour mieux mesurer le poids des uns et les forces des autres. Bilo, ici, certains ont dit qu'avec l'échec de Nidjon Froundi dans la région du Nord-Ouest, le mythe Froundi est tombé. Vous aussi, vous le pensez? Oui, mais je crois que le mythe est tombé. Je l'ai dit que le SDF est revenu à la maison. On a l'impression que ce n'est plus le SDF de 90, que, comme le disait tout à l'heure M. Akwa, il y a eu un revirement. Et ce revirement fait que la base ne se reconnaît plus. Donc, Froundi n'a plus, à proprement parler, en dehors de 8-2, comme il disait, il n'a plus de pouvoir. Il ne lui reste que cette sanction-là pour écarter ceux qui voudraient être rebelles à sa position. Il s'est présenté à la sénatoriale sous le Onohulo. Est-ce qu'il faut s'attendre, c'était la première fois d'ailleurs qu'il se présentait à une élection en dehors de la présidentielle. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il cherche à avoir un poste de député, par exemple, dans le cadre des prochaines consultations? Je pense pas en s'inscrivant dans le sillage de son engagement politique avec la sénatoriale. Je pense que le parti au pouvoir, en ce temps, n'est pas prêt à concéder quelques mandats électifs à John Froundi, parce que justement, quand on dîne avec le diable, on en tire les conséquences. La première chose, c'est quoi? Est-ce que vous saviez que Froundi a été, n'est-ce pas, consulté? C'est en réalité parce qu'il n'a pas voulu la mort totale qu'il a refusée, et il a anticipé en prenant des espaces dans les journaux pour dire « je n'accepterai pas d'être nommé ». Mais en réalité, dans le sillage, dans la stratégie de l'État au pouvoir du régime RDPC, il était question de l'anéantir définitivement en le nommant sénateur. Et s'il avait accepté à cela, ce serait la forme politique. Vous avez posé une question sur les alliances et même sur les espaces où merci, oui. Le RDPC a des sénateurs. Quand vous voyez, par exemple, la Damawa, n'est-ce pas, où le RDPC le SDF a des sénateurs, on sait que ces gars-là, qui sont sénateurs, n'avaient jamais rencontré M. Froundi jusqu'à ce qu'il soit élu sénateur. Ça veut dire en réalité, ils ne connaissent pas la ligne du SDF. Ils n'en savent rien. Et c'est maintenant aujourd'hui qu'ils vont se lancer dans la bataille politique. Et je ne pense pas que ça va être très facile pour eux, d'autant qu'il n'est pas impossible qu'il soit, n'est-ce pas, un morceau que va facilement retourner le RDPC. Le troisième arrêt nous conduit à l'Union des populations du Cameroun, UPC Georges Alain Boyomo. Les principales factions rivales de cette formation politique se sont retrouvées le 25 mai dernier. On parle à nouveau de dynamique unitaire. C'est possible dans la perspective de ces prochaines consultations? Je pense que l'UPC joue sa survie par rapport à ces municipales législatives qui s'annoncent, parce que le parti a été complètement radié de l'échiquier politique par rapport au sénatorial, parce que ce parti-là a présenté des listes concurrentes. Il y avait 3 factions, la faction Wanji, la faction Bapolipot et la faction Papi Ndoumbe. Et donc cette fois-ci, le parti veut aller en rang serré. Ça veut dire qu'ils ont tiré les conséquences de cet échec. Oui. Et je pense que cette division peut survivre si les différents leaders ne mettent pas leur ego entre parenthèses, parce que c'est ça généralement qui se passe. Si ces différents leaders ne mettent pas leurs ego entre parenthèses, on aura toujours des divisions. D'ailleurs, Papi Ndoumbe me confie encore cette semaine que la division est congénitale à l'UPC, c'est-à-dire que depuis que l'UPC est né, c'est toujours la division, la division qui a cours dans ce parti, et que par rapport aux élections qui arrivent, ils sont prêts, ces leaders-là, à mettre
de côté à se sacrifier pour que le parti aille en bloc vers ces élections-là. Mais il faut également compter avec le jeu trouble de l'administration, parce que ces derniers temps, on a comme l'impression que l'administration entretient les divisions au sein de l'UPC. Par le passé, on a eu André Tchungi qui avait choisi son UPC à lui. On a ces derniers temps des sous-préfets qui autorisent pratiquement aux mêmes dates des congrès des UPC dissidents, ce qui est un problème. Et donc je pense que c'est aux UPCistes qui se présentent jusque-là, les partis de l'opposition, de prendre leur destin entre les mains, surtout que vous avez parlé tout à l'heure du SDF. Le SDF est devenu pratiquement ce que certains spécialistes de sciences politiques appellent un ectoplasme, c'est-à-dire en réalité un gadget qui ne représente plus grand-chose, tout comme d'autres partis. Alors si l'UPC fait bloc, je pense que l'UPC peut effectivement être un contrepoids face au RDPC, qui lui-même a ses propres démons à gérer. Biloa, ici, on annonce d'autres rencontres entre ces leaders la semaine prochaine. Est-ce que c'est l'ultime occasion pour le CRAB de se reconstituer pour vous? C'est un devoir, pour moi, c'est un devoir impérieux. Les prochaines consultations leur offrent une chance? Oui, absolument. Il faut qu'ils s'entendent pour que l'UPC existe depuis, parce qu'il a dit, Boyomon, et à un moment donné, le pouvoir a choisi une faction, et cette faction a tout fait pour écarter les autres. Maintenant que le leader quitte... Est-ce que l'argument du pouvoir qui joue les troubles faits n'est pas un subterfuge? C'est des leaders, c'est des leaders qui incarnent dans le principe un parti historique. Non, il n'y a pas de subterfuge. Quand on sait comment ça se passe dans nos villages, quand on sait comment on fait les campagnes, quand on sait comment on... Chez nous, vous êtes... Pardon. Vous êtes une élite parce que vous avez des moyens. Alors, le parti joue dessus, donne des moyens à certains et prive de ces moyens certains autres pour les positionner. Donc, j'ai dit, le jeu du pouvoir est réel pour que le RDPC reste seul maître du terrain. Donc, on ne peut pas dire que ces jeux-là n'existent pas. On achète des consciences, on nomme à des postes. On a vu les nominations. On attend de voir ce que ce dernier barreau d'honneur va donner sous le... Non, je pense que c'est trop facile. Je voulais qu'on aborde un autre aspect. Allez-y rapidement. Oui, je voulais le dire en 10 secondes, n'est-ce pas? Dire que le jeu trouble du parti au pouvoir. Je pense que le militantisme était une action individuelle. Et si les gens se laissent corrompre par l'argent, ça veut dire qu'ils ne sont pas des vrais militants. L'UPC, c'est un parti, on dit immortel, c'est un parti qui date. Alors, si des gens arrivent là, simplement parce qu'ils veulent occuper des espaces de pouvoir et qu'ils attendent, n'est-ce pas, des straponteurs, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, si l'UPC est devenu, n'est-ce pas, ce que fut l'opposition, où tout le monde disait non, on va vers, n'est-ce pas, l'unité, on va vers ceci, mais comme l'opposition, on parlait de candidats uniques, mais chaque fois qu'il fallait en désigner un, chacun estimait être celui qui a les couilles pour porter cela, cette ambition, et ça n'allait pas. Okay. Maintenant, vous voulez... Le quatrième aspect que je voudrais qu'on aborde, ce sont ces tractations qui visent la création d'un grand parti qui pourra rassembler la dynamique politique du Nord. Vous avez entendu parler? J'en ai entendu parler. Est-ce que ce sera le refuge possible des mécontents de l'UNDP, du RDPC, de l'UDC, du FSNC, le parti d'Issa Thirouma Bakary? Comment vous entrevoyez cette dynamique politique? Cette dynamique ne peut exister que si les uns et les autres taisent leur égoïsme, leur égocentrisme, et que les uns et les autres soient fixés vers une ambition qui peut porter, n'est-ce pas, leur militantisme. Sinon, ça va être encore un autre gadget qu'on va créer et qui ne va pas porter d'énormes fruits. Et je voulais dire, parce que vous m'avez empêché de le dire, monsieur Atemken, n'oublions pas que en ce moment-ci, M. Biya a stérilisé, n'est-ce pas, le paysage politique, à son ambition et à sa volonté, de manière à perpétuer son désir d'éternité au pouvoir. Et par rapport à cela, c'est extrêmement important de le dire, les gens sont attirés vers des privilèges, des avantages qui tirent du régime, et il sera extrêmement dangereux de penser qu'une unité, fût-elle celle du Grand Nord, va réussir. Parce que je continue à dire, M. Atemken, que la bataille qui doit interpeller les leaders de l'opposition aujourd'hui, c'est celle qui consiste à demander à M. Biya
premièrement, dépublier le calendrier électoral. On ne peut pas aller, même nos enfants, nos petits frères à la maison, quand ils doivent présenter le CEP, chaque jour ou bien le BEPC ou le baccalauréat, au début de l'année, ils te disent jour J-10, jour J-3 mois, jour J-moins. Mais si vous n'avez pas ce calendrier, et il est aussi de l'agenda politique du chef de l'État. Un chef d'État qui n'a pas d'agenda politique, c'est compliqué. On reste sur... On reste sur cette dynamique. C'est le jeu du parti au pouvoir. Ok. Jean-Jalon Boyomo, on reste sur ce quatrième aspect. Qui sont les grands artificiers de cette initiative politique dans le Grand Nord et qu'est-ce qu'ils cherchent? Peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais quand même signaler que sur le calendrier électoral, c'est clair qu'il y aura une élection législative cette année, dont les partis politiques du pouvoir ou de l'opposition ne peuvent pas avoir pour argument. C'est clair, c'est-à-dire que pourquoi sous le calendrier est flou, le calendrier, mais les plans de législature est clair. Que chacun sait qu'il y aura élection cette année, au moins sur les législatives, Monsieur, avec votre permission, je sais que vous êtes un démocrate, vous n'allez pas me laisser une seconde pour dire ceci. À un moment donné, nous savons que, n'est-ce pas, le mandat électif appartient au peuple. Dès lors que M. Biya continue de profiter des circonstances ou alors des dispositions de la Constitution qui lui permettent de proroger les mandats, l'illégitimité est consommée depuis. Donc il peut aller jusqu'à... Pourquoi ne pourrait-il pas aller? Pour les législatives, le mandat des députés a été prorogé 3 fois. Il peut être prorogé d'au plus 12 mois, c'est-à-dire d'au plus 1 an. Et il reste un seul mois de prorogation, c'est-à-dire la première fois c'était 3 mois, la deuxième fois 6 mois, maintenant 2 mois, il ne reste qu'un mois. Ça c'est les textes. Ça c'est les textes. Mais il peut... Si M. Biya peut aller au-delà des textes, au moins sur ce plan... Il le fait. S'il vous plaît, pour revenir sur votre question... Est-ce que cette dynamique-là a des chances de prospérer? La dynamique, pour le moment, les têtes, c'est une dynamique qui est pour le moment, j'allais dire, acéphale. C'est-à-dire qu'aucune personne ne s'est levée pour revendiquer la tête de ce grand parti qui est en création. Dans les colonnes de mutation, il y a quelqu'un qui peut accorder une interview. Justement, et je voudrais revenir sur ça, ça a toujours été un peu la logique des initiatives qui sont prises dans le Grand Nord. Au départ, on ne voit personne devant, mais on sait bien que sous cap, il y a des gens et de l'opposition et du pouvoir qui manœuvrent pour que ce parti existe. Parce que d'ailleurs, ce parti ne se positionne pas uniquement pour les législatives et municipales, mais clairement pour la pré-Biya. Et le frère du ministre de la Communication, M. Hassana Chiroma, qui est membre du SDF pour le moment, dit clairement que le RDPC, étant donné que le RDPC n'investira pas un ressortissant du Grand Nord pour la succession de M. Biya, il est temps que le Grand Nord prépare son champion. Pour l'après-Biya, ça il le dit clairement dans les communications, ça veut dire que autant pour le mémorandum du Grand Nord que pour d'autres initiatives de cette partie du pays où j'ai travaillé pendant 3 ans, eh bien, il y a une dynamique qui est en place et qui ne va certainement pas se laisser faire, qui veut jouer sa carte, qui veut jouer sa partition par rapport à la succession annoncée. En dehors de jouer les troubles faits, Stéphane Akwa, est-ce que ce genre de dynamique a des chances de prospérer et d'influencer le jeu électoral dans le cadre de ces consultations? Ce genre de dynamique est un danger pour notre République. C'est une menace pour l'unité nationale. On vient d'essayer de fêter, on va peut-être essayer de fêter les 50 ans après quelques temps de retard de la réunification. On a célébré le 20 mai dernier la réunification, c'est bien cela, l'unification. Et il me semble que commencer à comprendre le jeu politique camerounais seulement sur la base de repères ethno-tribaux et de partitions qui voudraient que chaque formation se rattache à un terroir et non pas à une volonté nationale est, à mon sens, inquiétant. Je crois qu'on a trop voulu, on a trop laissé des formes de tribalisme prospérer et gangréner notre société. Aujourd'hui, surtout dans une configuration qui n'est pas celle d'un État fédéral, donc qui voudrait que des fédérations s'associent et que peut-être la somme des associations locales constitue un ensemble national, on ne peut pas laisser des groupes s'organiser sur une base seulement régionale, seulement tribale. Il faudrait quand même avoir le sens de la conscience nationale et la possibilité pour un parti de n'être valablement parti politique que s'il est implanté dans les 10 régions pour l'instant qui existent dans notre pays. 5e arrêt, les autres formations politiques du Cameroun, Biloa ici, il n'y aura plus en principe de consignes de vote à l'ouest. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, reprenne son leadership dans la partie nord du pays?
C'est possible, puisque, comme le dit M. Akwa, nous fonctionnons sur la base de la tribu, de l'ethnie. Bon, Ce qu'il regrette. Oui, ce qui est regrettable, parce qu'effectivement, on ne voit pas de leader avec une vision du Cameroun. Et c'est ça le drame de notre politique. Même lorsque vous parlez du Nord, les gens jouent pour qu'on tienne compte de ceux qui sont en place. On se dit, si on laisse ça prospérer, donc on va donc entretenir des pays qui vont se faire concurrence tout en disant aux populations, nous voulons qu'il y ait telle ou telle chose. Non, de toute manière, je crois que c'est une mauvaise chose. Et il faut qu'on change et qu'on voit des leaders qui parlent de la nation camerounaise au lieu du fameux équilibre régional qui veut que... J'ai lu dans certains journaux des confrères, c'est le candidat de tel coin. Mais bon Dieu, ces coins ne sont pas des pays, c'est des parties d'un pays. Donc il faut qu'on change. On va déclarer que la succession, l'organo acceptera M. Biatan qui sera là, mais lorsqu'il ne sera plus là, l'organo ne permettra plus qu'un Betty ou bien... vous savez, voilà, ça a été dit. On va tranquillement vers l'émergence des forces politiques habituelles ou est-ce qu'il faudrait qu'on s'attende à des surprises sous les Onukulu? Il y a, jusqu'à l'horizon 2018, il n'y aura pas d'émergence. Il n'y aura pas de surprise. Au contraire, M. Biya va radicaliser, n'est-ce pas, son pouvoir. Et la surprise qui va exister, c'est celle
Une dizaine de minutes pour évoquer le cinquantenaire de l'Union africaine. Dimanche dernier, à mi-journée, le président de la République a quitté le pays pour un court séjour, un bref séjour privé selon le communiqué officiel. Quasiment au même moment, ses pairs se retrouvaient à Addis Abeba, Stéphane Akwa, dans le cadre des festivités marquant le cinquantenaire, la célébration des 50 ans de l'Union africaine. Est-ce qu'il faut dire, comme certains journaux, que le président a boudé ses assises ? Non, il a au moins montré qu'il est honnête avec lui-même. N'ayant aucune compétence en matière de compréhension des enjeux africains, il préfère s'abstenir d'un débat où il n'aurait rien à dire. Est-ce que nous avons une politique étrangère digne de ce nom? Est-ce que nous avons une ligne directrice quant à nos actions à l'international depuis 30 ou 40 ans? Est-ce que nous avons des positions affirmées, affichées sur un certain nombre de grands problèmes qui traversent la planète? Non. Donc pourquoi M. Biya irait faire de la figuration dans une réunion où il va se retrouver avec certains de ses pairs qui, sur les conflits en Afrique centrale par exemple, sur les questions de transfert de technologie, sur le problème des collaborations possibles avec d'autres parties de la planète, ont un avis affiché, un avis affirmé et le défendent, notamment en étant présents dans certaines négociations, notamment quand il y a des crises et des crises graves qui touchent le continent africain. Le Cameroun est absent idéologiquement, il est normal qu'il soit aussi absent physiquement. On va dire qu'il n'y a pas de problème particulier. Georges Alain Boyomo, que le président est comme ça? Non, on ne peut pas banaliser ces absences parce que le chef de la diplomatie camerounaise, c'est le président de la République. Et en diplomatie, il y a ce qu'on appelle le niveau de représentation. C'est clair qu'au dernier cinquantenaire de l'Union africaine, le Cameroun était représenté par le ministre des Relations extérieures, mais ce n'était pas le président de la République. Et donc, ces absences répétées du président de la République forcément affaiblissent un peu l'influence, c'est-à-dire que diminuent l'influence du Cameroun sur la scène continentale. Et cela, c'est un peu en opposition de phase avec ce qu'on a vécu lorsque, je le dis de manière nostalgique, oui, avec l'ancien président de la République, un père fondateur de l'OEA, il a œuvré pour que cette organisation se mette sur pied, pour que la mystique africaine se mette en route. Il a même positionné des fils camerounais dans cette organisation. Sous son règne, on a eu deux secrétaires généraux. Il y a un premier secrétaire général qui a été éclaboussé par le scandale de Longro, un scandale de corruption, et il a tout fait pour imposer un autre Camerounais. Or, on a bien vu pour le cas le plus récent à la CEMAC, comment Antoine Timi a été balayé par une affaire de corruption et le Cameroun n'a pas pu garder son siège alors que le président, pour une rare fois, était présent à ce sommet-là. Donc, forcément, la voix du Cameroun est affaiblie par ces absences répétées. Et le dernier cas, parce qu'il y a un autre cas qui est d'ailleurs actuel, il y a la TICAD, la rencontre entre le Japon et les pays africains qui s'est ouverte au Japon. Le président de la République, qui est en Europe, qui est certainement quelque part en Europe, n'est pas présent là-bas. Et le Cameroun est représenté par le ministre de l'économie. Bon, même si ce ministre de l'économie est brillant, il n'aura pas la même force de frappe, la même puissance en termes d'influence que ces pays qui sont représentés au plus haut niveau par leur chef d'État. Donc c'est un problème, on ne peut pas s'honorer de la banalisation en cours. Bon, le président est comme ça, il faut qu'on fasse avec. Je pense qu'il faut redéfinir le leadership, la participation du Cameroun, l'influence du Cameroun sur la scène continentale. Bilo, ici, certains disent que cette organisation, en près de 50 ans, a échoué. Si l'on prend en considération l'objectif d'intégration et de l'unité, est-ce qu'on peut se dire, en prenant cela comme une mince consolation, que c'est pour ça que le président de la République prend ses distances par rapport à l'Union africaine? Moi, je voudrais poser une question. L'OEA ou l'Union africaine, pourquoi faire? Parce qu'au départ de l'OEA, il y avait deux blocs, le bloc de Casablanca, le bloc de Monrovia. Et on sait qui a gagné, pourquoi il a gagné. Et ce n'est pas parce qu'on a dit Union africaine. Je dis, sans encourager l'absence de notre président, que cette histoire-là ne sert à rien. Je dirais comme De Gaulle que c'est un machin, parce qu'on est allé massacrer le peuple libyen avec votre Union africaine sans qu'on lève le plus petit doigt. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire sans que l'Union africaine lève le petit doigt. À partir du moment où les ordres viennent d'ailleurs, je crois qu'il vaut mieux aller en villégiature ailleurs que d'aller faire semblant de traiter les problèmes de l'Afrique. C'est pour cela que je dis, moi, l'Union africaine, c'est de la gnognotte.
Sous le Onukiulo, tout le monde parle d'échec. Est-ce que cette organisation continentale a les moyens de pousser ces projets? On parle d'un budget qui atteint à peine les 2% du budget d'une organisation similaire comme l'Union européenne. Est-ce que cette organisation a les moyens de sa politique d'intégration et d'unité aujourd'hui? Mais cette organisation doit se donner les moyens qu'il faut. Et c'est pour ça que je suis un peu embêté d'entendre M. Biloa ici dire ce qu'il a à dire. C'est qu'en réalité, l'équipe doit participer. La bataille, c'est à l'intérieur. Et nous connaissons, même ici dans le processus démocratique, que quand vous ne partez pas, quand vous choisissez de vous exclure, on vous exclut. Ce qu'il faut dire et reconnaître, c'est que le Cameroun est à l'extérieur de l'Union européenne, de l'Union africaine. Et il ne peut pas connaître, n'est-ce pas, des problèmes. Le Cameroun, le président de la République ne participe pas aux réunions, il s'en fout de tout. Et on parle même de la tyrannie de l'apparence, et même certains vont plus loin pour parler d'une diplomatie désincarnée, d'une diplomatie de l'absence. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que David, je crois que Biloa ici le sait, depuis que William Etekin-Boumwa avait fait l'erreur, ou alors il avait pris, n'est-ce pas, sur lui d'engager, de signer un nombre d'actes, alors qu'il est ministre des Affaires étrangères, M. Biya lui a retiré les clés de la diplomatie pour dire que le chef de la diplomatie camerounaise, c'était lui. Et du coup, tous les ministres qui se sont succédés, n'est-ce pas, au poste de ministère des Relations extérieures, des Relations des Affaires étrangères, tout, ne sont en réalité que des garçons de course. Parce que même s'ils représentent le Cameroun, s'ils représentent le président de la République, ils ne sont pas capables. S'il vous plaît, j'ai dit les ministres, je dis bien les ministres, parce que la question de fond, c'est que l'Union africaine, même si c'est un gadget, elle doit se ressentir par la présence du Cameroun et la présence du Cameroun au plus haut niveau. Alors, si vous prenez des gens comme Goubeyou, Konchou, Laurent Yesso, Atan Mbara, Eyebe, le ministre musicien Mouko Kombondjo, personne ne peut valablement, n'est-ce pas, parler et prendre des engagements au cours de ces sommets, parce qu'il faut toujours se référer au président de la République qui est le garant, qui conserve les clés, n'est-ce pas, de la diplomatie camerounaise. Et ça, c'est un avatar, c'est même un handicap à l'épanouissement de cette diplomatie camerounaise. C'est ça qui fait que le Cameroun n'est pas offensif. C'est ça qui fait que tous les autres pays peuvent recevoir, enfin les autres pays les présidents peuvent recevoir le nouveau président rebelle centrafricain, alors que le président de la République, Paul Biya, continue de loger ou alors d'héberger Bozizé. Ça fait une entorse. La différence entre les deux. Non, mais c'est une entorse quand même qui pose un problème diplomatique. Un dernier aspect avec Georges-Alain Boyimo pour sortir du sujet. Cette rencontre nous a permis, Georges-Alain, de se rendre compte que l'Union africaine a tiré à boulet rouge sur la Cour pénale internationale, en la traitant même de raciste. Ouais. C'est vrai que depuis la mise en place de cette juridiction supranationale, on a comme impression que ses clients sont essentiellement les dirigeants africains. Ça veut dire que l'Union africaine n'est pas une coquille vide. Et si c'est une coquille vide, M. Biya doit être parmi les chefs d'État qui contribuent à l'emplir. Ouais. Première chose. La deuxième chose... Ou bien parmi les chefs d'État qui insufflent une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique, si vous voulez. Ça veut dire que, vous avez, pour le sujet précis que vous avez soulevé sur les poursuites intentées par la CPI, qui ciblent majoritairement les chefs d'État africains, je crois que c'était effectivement la tribune idoine où il fallait prendre cette position-là. Malheureusement, M. Biya ne se trouvait pas là-bas. Il y avait pourtant son ami, entre guillemets, François Hollande qui était là-bas. Il y avait Dilma Rousseff. Il y avait le secrétaire d'État américain. Et je pense que c'est une position, effectivement, qu'il faut prendre parce qu'on constate qu'il y a comme une polarisation, un tropisme sur les chefs d'État africains par rapport pour sur la CPI. Or, on voit bien, par exemple, en Syrie, en Irak et ailleurs, comment des massacres sont commis, mais les gens ne sont jamais interpellés. C'est vrai que tous les États n'ont pas ratifié le traité de Rome relatif à la CPI, mais je pense qu'il y a une africanisation des poursuites intentées par la CPI qui n'est pas très souhaitable par rapport au droit international. On va prendre une courte transition et on revient parler de sport. À tout de suite. Volker Fick a été finalement confirmé
à la tête de l'équipe nationale de football. Les autorités en charge du ministère des Sports ont enfin signé la note qui officialise sa prise de fonction à la tête de l'équipe des Lions des Indomptables. Et sa première sortie, c'est tout à l'heure, dans les prochaines heures. Les Lions, sous son encadrement, sont à Kiev dans le cadre d'un match amical face à l'Ukraine. Je voudrais qu'on entre en prenant la direction de Kiev, où devrait nous attendre au téléphone Raphaël Koa, qui est le team press officer des Lions Indomptables. Raphaël Koa, bonjour. Pas possible d'avoir tout de suite et maintenant le team press officer des Lions Indomptables qui devrait être aux côtés de Volker que nous espérons les avoir tout à l'heure sous le Onokiolo avec la désignation de cet Allemand. La page Akuno est définitivement... Oui, on tente, on fait une nouvelle tentative. Raphaël Koa, bonjour ou bonsoir. Oui, David, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci d'être en direct sur Canal Presse. Dans quel état d'esprit, Raphaël, est-ce que les Lions abordent cette rencontre? Il sera 19h en heure locale ici. Dans quel état d'esprit l'équipe nationale du Cameroun aborde ce match amical? Bienvenue tout d'abord ici à Kiev, au premier Palais Hotel, où le 11 national a pris ses quartiers depuis 72 heures dans l'optique du match amical. Vous l'avez dit tout à l'heure, qui oppose ce soir au Bleu Jaune d'Ukraine. Rencontre importante pour la sélection, parce que c'est situant l'orée des rencontres qui suivent les 4e et 5e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. La grande question, et vous l'avez posée tout à l'heure, c'est bien sûr l'ambiance dans la tanière, après le jeu de chaises musicales à la tête du staff technique. No comment dans l'ensemble du groupe, plutôt content de se retrouver ensemble, après une saison interminable pour la plupart des joueurs. On a évidemment assisté au traditionnel visitage pour les nouveaux venus, tout ceci dans une ambiance bon enfant. Et je dois vous avouer que le nouveau sélectionneur s'est très vite et bien intégré dans l'équipe. Peter Exleux, dû en cela par son sens des relations humaines. Polyglotte, il chante avec ses joueurs dans plusieurs langues. Il est à mes côtés pour vous faire part de ses impressions à la tête de la sélection nationale. Monsieur Cheffer, première question, c'est David Atenken depuis le canal de la Douala. C'est pas Monsieur Cheffer, c'est Paul Tapinke. Bonjour. Ok, ici je crois, oui, ici les choses se passent très bien, je crois. Normalement c'est très très difficile, mais il y a des joueurs qui jouent en Europe et la langue de football professionnel c'est vraiment global, c'est international. Et c'est pourquoi on a commencé, je crois, les 3 jours, on est ensemble, on a vu que les joueurs sont motivés et on peut travailler comme ça. Mais écoutez, la vérité dans le foot, c'est sur le terrain. Et c'est pourquoi il faut attendre un peu. Mais moi, je suis sûr qu'on peut développer une bonne équipe. L'échange n'est pas très dynamique, mais j'aurais bien voulu, Raphaël, que Volker nous dise comment il trouve ce groupe. On sait qu'il a apporté quelques changements. On parlait du jeune Matip qu'il a associé à ce groupe. Comment est-ce qu'il trouve ces poulains qui vont affronter le 9 juin prochain le match qui entre dans le cadre des qualifications pour le mondial de 2014? Oui, David, avant de passer la parole au coach, et cette fois-ci, ce ne sera plus un lapsus pour Stinker qui est à mes côtés. Je vous donne la dernière info, puisque vous parlez d'équipe et de joueurs. C'est bien sûr 11 ancrans qui sera aligné ce soir à 19h et Yaoundé sera 21h ici. Samin Diop sera bien sûr dans les buts. Ce sera une grande première avec la sélection Fagnon. Une défense à 4, côté droit, Nunke. L'axe central amené par Tchedio Nkoulou. Et du côté gauche, il y aura des Dimo. Un milieu d'identité à 5. Il pourra bien sûr évoluer en fonction du match et s'émuer en 4-3-3, mais le principe de départ sera bien sûr milieu à 5, avec 2 esticles devant la défense, Guillaume Eno et Eric Loé. Un milieu offensif à 3 têtes, avec le registre amené des jeux Overdoum, côté gauche, Allo, côté droit, Mukanjo,
En pointe 2, ce sera bien sûr Aboubakar. Alors, coach, la question de David du côté de Yaoundé est très simple. Comment trouvez-vous le groupe camerounais? Ok, cette groupe qui est là, je peux dire que vraiment tous les joueurs sont motivés. Il y a beaucoup qui sont jeunes. Par exemple, le capitaine actuel, Nicolas Nkoulou, il a 23 ans, c'est jeune encore, et il est déjà responsable. Et j'ai travaillé avec les joueurs que chacun est responsable pour le succès collectif. Et moi, je vois que les joueurs ont déjà compris. Et c'est pourquoi je suis heureux d'avoir cette match aujourd'hui. Merci à Raphaël Koa et au sélectionneur national des Lions du Cameroun. Merci à Raphaël spécialement d'avoir joué les chroniqueurs et envoyé spécial et pour le compte de Canal Presse. Merci beaucoup. Bonne chance pour le match de ce soir et bonne chance pour la suite. Georges Alain, avec la prise de fonction, ça fait maintenant 4 ou 5 jours de Folk Ficker. On peut dire que la page Akono est définitivement tournée. En réalité, la page est tournée de manière douloureuse parce que ce qui se passe en réalité, c'est une insulte à l'expertise camerounaise. On a bien vu comment Akono a ramené cette équipe en surface, une équipe qui était dans les tréfonds du classement, et que les choses se passent de cette manière. Je pense que la situation aurait été plus grave parce qu'on a failli célébrer les funérailles d'Akono au même moment que cet entraîneur allemand prenait fonction. Moi, je dis simplement que j'espère que ce nouvel essai nucléaire ne va pas conduire le Cameroun droit dans le mur. Et malheureusement, quand le pied va arriver, cet entraîneur expatrié va prendre la poudre d'escampette avec son adjoint ghanéen. Or, nous avons de l'expertise ici, il y a Ntungu Mpile et les autres. Moi, je ne comprends pas comment on peut autant faire preuve d'un camerouno-pessimisme qui ne se justifie pas. Bon, maintenant, on espère simplement que les Lions vont gagner parce qu'il faut que les Lions gagnent. Peut-être ce sont les résultats qui vont occulter la colère qui ne fait que mijoter dans le cœur des Camerounais après l'éviction sans façon de Jean-Paul Akono. Après, il faudra penser aux choses sérieuses sous les Onokiolo. En dehors du match amical de ce soir, il y a la 4e journée des éliminatoires du mondial qui se joue le 9 juin prochain. David, je voudrais les Lions jouent face aux éperviers. Je voudrais exprimer ma honte. Il y a des choses qu'on ne fait pas aux compatriotes. Ce qu'on a fait à Akono et au staff technique qui était en majorité composé des compatriotes des Camerounais. C'est la honte. Parce que j'estime que Ntungu Mpile est tout aussi compétent que Akono. Et on a vu le Barça, en l'absence du coach titulaire, aller jusqu'au quart de finale avec son adjoint. Ce qui vient d'être fait là avec Funke, lui-même qui n'a même pas encore signé. Il faudrait qu'on se pose un jour la question de savoir à qui appartiennent les Lions indomptables. Est-ce que les Camerounais doivent connaître, n'est-ce pas, la figure du coach à l'extérieur avec une équipe il ne s'est même pas entraîné. C'est pour ça que je disais à l'entame de cette émission que le Cameroun est un pays désincarné et que cet amateurisme doit cesser. Et il doit fortement cesser. Il faut le clamer parce qu'on ne fait pas ça. En attendant, le feuilleton Fekafoot se poursuit Bilo à ici. Il faut espérer qu'on trouve une solution définitive et que la sérénité rentre dans les rangs. Trouver une solution à la Fekafoot. Non, pour trouver une solution, il faut déjà que M. Iya rende le tablier et ensuite qu'on se penche véritablement sur les problèmes du football camerounais. Il a le droit de se représenter, Bilo. Il a le droit, il n'est pas le seul. Et il a déjà mis combien de temps? C'est cette manière de perdurer qui fait qu'il y a des problèmes. Parce que vous avez vu comment il joue. On parle de lui ici. On fait réunir le conseil d'administration pour dire oui, il travaille bien. Non, ces tricheries ont assez duré.
Le Cameroun... Le conseil d'administration, c'est celui de la Sodeco. Oui, bien sûr, mais ça vient réconforter. Mais monsieur Iya, ce que je voudrais dire, il faut qu'on se penche véritablement sur les problèmes du football camerounais. Il y a des problèmes. On ne peut pas avoir une équipe nationale sans soubassement. C'est-à-dire que nous n'avons pas de football minime, de football cadet. Mais tout cela, Iya trouve que le Cameroun va bien en matière de football. Non. Et il est temps que M. Iya rende le tablier et qu'on se regarde en face et qu'on trouve des solutions à notre football. Moi, j'en appelle à la démission, à la démission du ministre. On vous a entendu. Sans transition, on prend l'image de la semaine, sans transition, l'image de la semaine qui devrait nous conduire au palais des congrès de Yaoundé, le palais des congrès de Yaoundé qui célèbre son 30e anniversaire. Stéphane Akwa, on en parlait en off avant cette émission, ça fait 30 ans que cette structure-là existe et elle a accueilli beaucoup d'événements d'importance et c'est le fruit de la coopération sino-camerounaise. J'ai grandi à Tchinga à l'époque où les travaux de ce bâtiment ont commencé. Les explosions le soir qui servaient à niveler la colline étaient un rendez-vous que nous ne manquions quasiment jamais. Et je crois que ce palais est à l'image du Cameroun, c'est-à-dire un édifice qui est là installé et qui finalement ne sert pas à grand-chose, sauf à faire croire qu'il existe un pays, à faire croire qu'il existe une structure. C'est toujours la Chine, c'est toujours l'autre qui vient, c'est toujours nous qui consommons et qui n'ont jamais initions. Et c'est un bâtiment qui a cessé d'avoir toute cette importance. Il symbolisait Yaoundé, il est maintenant un lieu de parcours pour les jeunes en mal de repères dans Yaoundé ou de lieux de loisirs. Et puis surtout, c'est ce bâtiment qui introduit aussi toute la confusion, la dimension de confusion. Il est désormais à la fois occupé par le RDPC, par la CONAC et par le Sénat. C'est le Cameroun en miniature finalement, ce bâtiment. Et je crois que tout cela, en le regardant, nous ramène effectivement à il y a 30 ans, à l'époque où on pensait qu'on avait un projet pour ce pays. Aujourd'hui, on n'en a pas. On passe un moment à discuter de football qui ne sert à rien, sauf à nous étriper sur des non-sens ou sur des impossibilités. Et voilà, c'est notre pays. Pour cet événement célébré entre le 28 et le 31 mai dernier, il y a cette plaquette qui a été produite. On va saluer l'initiative de la nouvelle direction générale. De Christophe Mienzok et de son agent sont des journalistes, je pense, des journalistes chevronnés. Et donc, c'est bien qu'ils commencent comme ça, au moins par faire connaître ce palais que beaucoup considèrent aujourd'hui comme un vestige. Peut-être à raison, parce qu'il y a des problèmes de maintenance là-bas. Et il y a une cohabitation contre nature, c'est-à-dire que si le Sénat doit aller siéger à côté du RDPC, pour moi, c'est un véritable problème. Ça veut dire que cette institution qui est prévue depuis 17 ans, qui n'a pas de siège et qui doit aller siéger aux encablures du siège. Est-ce que le RDPC paye le loyer là-bas? On sort par la pensée de la semaine. La politique est là d'arriver par n'importe quel moyen à une fin dont on ne se vante pas. La politique est là d'arriver par n'importe quel moyen à une fin dont on ne se vante pas. C'est une pensée de Jules Romain, de son vrai nom. Lui, Henri-Jean Farigoul est poète, écrivain et dramaturge français, le même qui avait dit que l'individu ne peut avoir raison indéfiniment contre l'humanité. C'est sans commentaire. L'émission est terminée. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve dimanche prochain. Je serai là, probablement avec le même plaisir. Au revoir.